bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce premier numéro de Poussons le débat. Alors chaque jour, nous évoquerons sur ce plateau tous les sujets qui font l'actualité du monde végétal, de l'agriculture, sans interdit, sans langue de bois. Et pour cette première émission, nous allons parler d'un secteur discret, mais on dit toujours que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors on va voir s'ils sont vraiment aussi heureux que cela. Ce sont les professionnels des semences. Pourtant, quand on regarde les chiffres, eh bien, on s'aperçoit que c'est un secteur qui pèse très lourd dans l'économie. La France est premier producteur européen de semences, premier exportateur mondial. Cela représente 3,5 milliards de chiffre d'affaires et 1 milliard d'excédent commercial. Allez, j'arrête avec les chiffres. Un petit dernier pour la route, 17 000 emplois en France, qui est quand même plutôt important. Alors, aujourd'hui même, l'interprofession des semences publie son livre blanc, on le voit ici. Pourquoi? Comment faire ce livre blanc? Quel est l'intérêt de ce livre blanc? C'est ce que l'on va voir dans quelques instants avec nos invités, mais regardez tout d'abord ces quelques images. Alors, pour parler de ce livre blanc, permettez-moi de vous présenter nos deux invités. François Després, bonjour François. Bonjour Philippe. Alors, prenez bien le micro. Bonjour voilà. Philippe. Et vous êtes donc président de SEMAE. Pierre Pagès, bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Alors vous êtes vice-président de SEMAE. Alors, c'est bien parce qu'à vous deux, vous représentez, j'allais dire, la filière du début à la fin. Pierre, vous êtes plutôt, c'est plutôt les semences, hein, les multiplicateurs, agriculteurs, les multiplicateurs, voilà. Et vous, François, les semenciers. La création des variétés, la production de semences. Et il faut d'ailleurs préciser une chose, parce qu'on a toujours tendance à dire, oui, les semenciers, c'est les gros semenciers. Il y a beaucoup de PME dans votre secteur. Naturellement, on a vu défiler quelques chiffres. C'est avant tout une organisation, une interprofession qui intègre des entreprises de diverses tailles. Naturellement, il y a des grandes multinationales qui sont connues, mais il y a un ensemble d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, même d'entrepreneurs individuels qui forment la communauté des semenciers. Pierre, il faut aussi préciser que ce métier, il n'est pas très connu. On connaît les agriculteurs qui font pousser du maïs, on connaît les agriculteurs qui font pousser du blé, mais on connaît très peu les agriculteurs qui font pousser pour avoir des graines à replanter. Oui, pourtant c'est un volet important de la production agricole puisque c'est 18 000 agriculteurs qui produisent des semences en France, donc c'est quand même très très significatif et sur une grande diversité de production, mais sur une grande diversité d'exploitation aussi. Ça va de l'exploitation de grandes cultures à de la production en serre, donc on a vraiment une palette qui est extrêmement large. Alors, on va parler de ce fameux livre blanc. François, tout d'abord, la question que tout le monde peut se poser, pourquoi aujourd'hui, je disais tout à l'heure que le secteur des semences est un secteur plutôt discret, pourquoi faire un livre blanc aujourd'hui? Comme vous l'avez lu in extenso, les 68 pages, vous avez vous-même la réponse. En fait, l'interprofession, depuis les états généraux de l'alimentation, s'est livrée à une espèce d'introspection qui a débouché sur un plan de filière
ensuite sur un projet stratégique qui s'est traduit par l'ouverture de notre interprofession, qui était, comme vous l'avez dit, cachée, ignorée, un peu secrète, une ouverture à tous les types de semences et à toutes les professions qui ont un intérêt et qui ont à voir avec la semence. Alors symboliquement, on en a profité pour transformer le nom de l'interprofession, qui est devenu SEMAE, et toute cette longue étape qui a duré plus de 2 ans de définition de notre projet stratégique a été aussi l'occasion de réfléchir à notre place, au rôle de la filière au sein de la société, pas seulement au sein de l'agriculture, mais plus largement en discutant avec les consommateurs, avec les citoyens, et donc aborder le projet de responsabilité sociétale et environnementale, et ce qui fait le contenu de ce livre blanc. Alors, il y avait une nécessité, hein, vous le disiez vous-même, hein, vous étiez discret, et donc tous ceux qui sont discrets généralement sont très attaqués parce qu'on ne les connaît pas. Là, vous allez remettre les pendules à l'heure, si je puis dire, ou l'église au centre du village? En fait, on va surtout nous attacher, et c'est ce qui est bien rédigé dans ce livre blanc, à définir notre rôle au service de l'agriculture et de la société et nos missions de façon extrêmement précise et surtout en toute transparence. Alors, Pierre, dans ce livre blanc, il y a une part importante à ce que vous appelez la souveraineté semencière. Alors, pardonnez cette question, mais c'est quoi la souveraineté semencière? La souveraineté semencière, c'est se donner la capacité à accompagner l'agriculture, mais au-delà de l'agriculture, l'alimentation. On a l'habitude de dire tout commence par les semences. On est le premier maillon de la chaîne alimentaire, d'une certaine manière, et c'est se donner la capacité à avoir une forme d'indépendance ou au moins une capacité à pouvoir approvisionner l'agriculture française au service de l'alimentation, mais plus largement, on est le premier exportateur mondial. Donc c'est aussi pouvoir donner la capacité à l'alimentation de façon globale, à pouvoir assurer la production alimentaire de façon globale. Vous le constatez, il y a toujours autant d'ambiance dans la plus grande ferme de France. Oui, c'est ça. Alors comment on s'y prend pour maintenir et pour développer cette souveraineté semencière? On accompagne les différents... L'interprofession, c'est une grande famille qui regroupe tous les maillons de la production. François l'a dit, depuis la sélection jusqu'à la commercialisation des semences, en passant par la production. Donc on l'accompagne en mettant en place une structure ou en aidant les opérateurs à pouvoir mettre en place cette production, en sécurisant les moyens de production et en les accompagnant sur la partie agricole en fait et production de semences. Alors, François, quand on parle de la souveraineté semencière, du développement des moyens de parvenir, il y a un certain nombre de points importants dont il faut parler. Je pense notamment à la diversité génétique. Comment on fait pour aujourd'hui alors on nous parle aujourd'hui de la génétique qui est souvent très attaquée. Comment on maintient cette diversité génétique? Alors la diversité génétique, c'est la biodiversité, c'est la matière sur laquelle travaillent les sélectionneurs afin d'être en mesure en permanence d'offrir aux agriculteurs, aux filières agricoles, du matériel végétal qui répond à la diversité des situations de production et en particulier pour faire face aux changements climatiques que nous rencontrons désormais de façon certaine. Alors cette diversité, elle est maintenue d'abord par les agriculteurs eux-mêmes, elle est maintenue par des entreprises qui font la sélection végétale, qui non seulement la maintiennent, mais en créent également par leurs travaux de sélection, en générant de la nouveauté. Et enfin, elle est aussi maintenue de façon collective à travers des conservatoires des ressources génétiques. Et notre interprofession intervient de façon concrète en finançant la conservation des ressources génétiques sur le territoire national, mais aussi en soutenant le traité international de la FAO qui est dédié à la protection des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation. Et dans ce domaine, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? On a en tout cas un impact financier certain puisque notre interprofession, SEMAE, est le premier contributeur privé et contribue bien plus que certains États, dont la France d'ailleurs, au financement du fonctionnement de ce traité international qui est extrêmement important parce qu'il organise des échanges multilatéraux
des ressources génétiques et leur conservation in situ. Alors, on va revenir à l'actualité qui d'ailleurs nous a ramené devant certaines évidences. On l'a vu avec l'Ukraine. La semence, c'est un secteur qui est plus que stratégique en ce moment. Mais on doit répondre à plusieurs enjeux en fait. On a tout l'enjeu de l'agroécologie, de la transition qu'on doit faire, l'enjeu du climat. Et les semences ont leur place à prendre sur cet enjeu-là, mais on a aussi l'enjeu de la capacité productive et on doit aussi répondre en quantité suffisante à l'alimentation globale. Donc c'est le double enjeu auquel on doit faire face. Et est-ce qu'il faut, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, dire peut-être qu'on va devoir produire encore plus pour répondre à de nouvelles demandes? En tout cas, on sait qu'on doit produire mieux et l'Ukraine, enfin, on était il y a un an ici même où on a constaté amèrement que l'enjeu de la production et de la productivité était aussi important. Donc, le produire mieux, il doit se faire aussi avec produire plus. On a besoin de sécuriser la production sur les volumes, mais en intégrant les enjeux sociétaux que sont la transition agroécologique et surtout le climat. François, produire mieux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Très clairement, c'est avoir des productions agricoles qui ont un impact positif sur l'environnement et le plus évident, enfin l'acceptation la plus claire de ce concept de produire mieux, c'est produire en recourant à une utilisation moindre des produits phytosanitaires, des produits de protection des plantes, donc de la chimie de synthèse, et les semences, notamment les variétés améliorées, les variétés plus résistantes, mais également les produits de biocontrôle et toutes les solutions nouvelles contribuent à ce concept d'une production meilleure, plus respectueuse de l'environnement, mais avec l'absolue nécessité pour que cette mission de souveraineté alimentaire qui passe par la souveraineté semencière soit tenue, de ne pas nous trouver dans des impasses techniques. Ce qui est le cas par exemple en ce moment pour les betteraves avec les néonicotinoïdes notamment. Exactement, puisqu'il faudra certainement 3 à 4 ans encore pour que nous disposions de variétés de betteraves tolérantes à la jaunisse qui donnent, en absence de traitement néonicotinoïdes, d'aussi bonnes performances que ce que faisaient les variétés jusqu'en 2022 avec ce traitement de semences. Alors Pierre, François, moi je voudrais vous poser une question très politique pour sortir un peu du livre blanc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, on parlait des betteraves à l'instant et des néonicotinoïdes, que nous les Français, on essaye toujours d'être un peu les bons élèves, vous savez, les premiers de la classe qui lèvent le doigt toutes les 5 minutes dès que le prof pose une question pour être meilleur que les autres, et que quelque part, en faisant ça, on se tire une balle dans le pied? Je crois que la transition, il faut qu'on la fasse, et on est aussi, nous, le secteur agricole, volontariste par rapport à ça, mais on a quand même besoin de solutions, donc, et c'est le pas de temps qui est souvent pas bon. L'exemple des néonicotinoïdes est juste, en fait. Oui, la génétique va amener des solutions, mais la génétique, elle a besoin de temps pour s'adapter, pour adapter les variétés. Et donc, on a besoin, nous, agriculteurs, de façon globale, c'est pas propre aux semenciers, d'avoir des solutions, de pouvoir garder des moyens de production en attendant que les solutions nouvelles arrivent. Et c'est là que le pas de temps, il n'est pas bon. Il faut combien de temps? Le pas de temps, c'est le pas de temps de la recherche qui n'est pas le pas de temps médiatique. Créer une variété, c'est 10 ans. C'est une dizaine d'années. Donc, on a besoin de ce temps-là. Alors, c'est souvent des choses qu'on a anticipées, mais des arrêts brutaux, comme on les voit maintenant, ne nous donnent pas la possibilité à nous, agriculteurs, de trouver d'autres solutions. Donc, on devrait avoir les solutions et à ce moment-là, mettre en œuvre les transitions. Compliqué aussi pour votre secteur, pour celui des semenciers, d'apporter des solutions, de répondre à une demande évidente aujourd'hui des producteurs. Vous devez leur dire, non, on n'a rien pour vous. Oui, c'est compliqué, d'autant plus que sur l'exemple que vous avez cité, celui des néonicotinoïdes, nous étions convaincus de disposer d'un délai supplémentaire. L'arrêt du 19 janvier de la Cour de justice de l'Union européenne a mis un terme à cette illusion d'une certaine façon. Et on va mettre les bouchées doubles pour apporter des solutions qui conviennent à la filière betterave-sucre en l'occurrence. Mais pour ça, on a besoin d'un engagement plus fort de la recherche, la nôtre, mais également la recherche publique avec laquelle le partenariat est indispensable.
Et alors, il y a aussi quelque chose qui est important dans le livre blanc, et là on sort de la production de denrées alimentaires, c'est l'autre utilisation sociétale des semences. Pierre, notamment, on a beaucoup parlé de molécules qui permettaient d'avoir une action sur les cellules cancéreuses, par exemple. Est-ce que c'est aujourd'hui, il y a d'autres intérêts que la pure production? Les autres intérêts peuvent être plus qualitatifs. Je crois que c'est... Oula, il y a beaucoup de bruit à côté, mais... Voilà. Il y a sans doute quelqu'un qui n'a pas la cote aussi au salon de l'agriculture. Ça doit être ça, mais c'est... on a un exemple sur le blé notamment, mais là je parle sous le contrôle de François, où on a réussi par la recherche à éliminer une molécule cancérigène dans le blé, et c'est vraiment la sélection variétale qui a permis ça. Donc on a aussi cette utilité-là, on a une utilité sur la qualité gustative des produits, quand il s'agit de fruits et légumes par exemple, où grâce à la sélection, on peut préserver certains critères de qualité sur les produits qui sont issus de nos semences. Oui. Oh là là, attendez. Quand vous commencez à dire on joue sur le goût pour maintenir la qualité, moi ça me fait un peu peur. On ne joue pas sur le goût pour maintenir la qualité. Le goût fait partie de la qualité, c'est des éléments qu'on préserve dans la façon dont on crée les variétés, parce que c'est aussi important pour le consommateur et pour l'utilisateur final. François Després, comment on maintient notre position ? Premier exportateur mondial, premier producteur européen. Aujourd'hui, on est menacé parce que il y a des pays, pas forcément dans l'Union européenne bien évidemment, mais qui ne sont pas aussi regardants que nous sur les réglementations et qui sont peut-être un peu plus libéraux que nous dans ce domaine. Alors on fait comment pour maintenir notre place? Alors il faut d'abord s'interroger sur les raisons qui font qu'on a réussi à atteindre cette performance, notamment sur les marchés internationaux des semences. Il y a d'abord une raison en laquelle nous ne sommes pas moteurs, c'est la diversité des terroirs français. La France, avec la diversité de ses climats, de ses terroirs, est un pays qui permet de produire une grande diversité de semences de grande culture ou de semences potagères. Le deuxième élément, c'est le réseau des agriculteurs multiplicateurs qu'a évoqué Pierre plus tôt, les 18 000 agriculteurs multiplicateurs qui sont des spécialistes de la production de semences. Et enfin, le tissu des entreprises avec une forte recherche et une recherche qui historiquement a toujours su coopérer, recherche publique, recherche privée. Donc tout ça forme un ensemble très performant qui s'appuie aussi sur une réglementation, celle du catalogue, celle de la certification des semences, pour les semences de grande culture, qui ont contribué à donner à la semence française une image de qualité et une compétitivité en termes de prix. Alors pour conserver tout ça, il faut maintenir ce tissu d'agriculteurs multiplicateurs. Donc il faut l'accès à l'eau, il faut l'accès à des solutions techniques, il faut maintenir la recherche, donc tout ça les entreprises, les agriculteurs vont l'assurer, mais il faut aussi que nous veillons au moment où va être renouvelée complètement la législation européenne sur les semences et la propriété intellectuelle sur les semences, à ce qu'on reste dans un cadre qui est bien équilibré, comme il l'est aujourd'hui, avec une réglementation qui est sévère, qui est stricte, mais qui laisse aussi une latitude d'innovation et de développement aux opérateurs. Pierre Pagès, et là je parle aux spécialistes de la multiplication des semences. Vous, c'est plutôt le maïs, je crois. Le maïs, oui. Voilà. Il faut de l'eau. L'eau, c'est le nerf de la guerre. Il faut, plus d'ailleurs peut-être que pour du maïs qui servira à faire du pop-corn. Plus que pour le reste des agriculteurs, les semenciers, c'est des productions qui sont extrêmement techniques, extrêmement pointues. Donc on a besoin de sécuriser les moyens de production pour ces cultures-là. Ça passe sur effectivement tous les moyens de protection de la culture dont on a besoin, mais effectivement l'eau est essentielle. On ne produira pas de semences de façon durable en France si on n'arrive pas à sécuriser l'accès à l'eau. Donc on a un enjeu qui est extrêmement important autour de ça. Comment on sécurise l'accès à l'eau dans votre secteur ? On sécurise l'accès à l'eau en essayant d'abord de mieux l'utiliser. Tout ce travail d'utilisation de l'eau, ça, les semenciers sont bien sûr très en pointe là-dessus, mais c'est la création de ressources dont on a besoin. Mais ça, c'est un débat qui est global au niveau de l'agriculture, où on a besoin de créer des ressources pour permettre de sécuriser cet accès, de sécuriser la production d'une certaine manière et la compétitivité de la production. François Després, vous parliez tout à l'heure de la recherche. Quelle est la part de la recherche dans le business aujourd'hui des semences ? En moyenne, mais
assez forte diversité selon les espèces. C'est à peu près 13 à 15% du chiffre d'affaires de la filière qui est investi chaque année en dépenses de recherche. C'est plus que des secteurs qui font la une de l'actualité tous les jours. Je pense notamment à l'aéronautique. Oui, c'est même plus que l'industrie pharmaceutique. C'est un investissement en recherche qui est extrêmement fort financièrement et qui connaît une croissance au minimum de 4 à 5% par an, avec le développement de nouvelles spécialités comme la bioinformatique. Mais on ne s'affranchit pas de l'observation au champ, de l'expérimentation dans les champs d'essai. Ça reste quand même les mains dans la terre, les mains dans les graines? Les pieds dans la terre, en tout cas, et les mains dans les épis. Alors, on a bien compris aussi que pour vous, il y a un enjeu important. C'est le mois de juin prochain. C'est l'Union européenne. C'est le fameux dossier des NBT. Alors, pendant des années, on a dit « Ah là là, attention, les NBT, c'est des OGM cachés ». Aujourd'hui, on n'en est plus là. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette optique du mois de cette deadline du mois de juin? On en attend avant tout une clarification réglementaire et législative, quelle qu'elle soit, parce que pour conduire les investissements de recherche, Pierre l'a rappelé, il faut à peu près 10 ans pour créer une variété. Donc ce sont des investissements qui se font sur un temps long. Les entreprises, les entrepreneurs ont besoin de connaître le cadre réglementaire dans lequel ils vont pouvoir faire ces recherches et surtout comment mettre en marché les variétés qui seront issues de cette recherche. Donc on attend avant tout une clarification réglementaire. Là, j'exprime un avis personnel plutôt que celui du président de l'interprofession, même si c'est certainement l'avis très majoritaire. Il est clair qu'il y a un certain nombre de techniques classées sous le vocable générique de NBT, de nouvelles techniques de sélection, qui n'ont rien à voir avec la transgénèse et les OGM. Il y en a d'autres qui sont proches ou analogues à la transgénèse. Donc pour nous, la position est claire. Ce qui est de la transgénèse OGM doit être réglementé comme l'ont été les OGM en Europe depuis la directive 2001-18. Par contre, ce qui n'est clairement pas OGM doit bénéficier d'un classement réglementaire différent qui permet aux variétés créées avec ces techniques d'édition de gènes, de mutagénèse dirigée, d'accéder au marché. Et le marché dira si elles sont intéressantes pour les producteurs et leurs filières. Alors là, on va faire un petit stop, François, parce que ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture. Quand vous dites mutagénèse dirigée, est-ce que vous pouvez me faire un petit cours, comme un enfant de 5 ans, pour que je comprenne et que nos amis qui nous regardent comprennent également? Ça tombe bien, il y a un enfant d'1 an qui est là, parce que c'est mon petit-fils, pour ça que je connais son âge. Non, la mutagénèse dirigée consiste à changer dans le génome des plantes, dans l'information génétique, des tout petits éléments pour quelques paires de bases, pour obtenir soit l'expression d'un caractère favorable ou la répression, la non-expression d'un caractère défavorable. Alors, d'une certaine façon, ces techniques de mutagénèse sont très anciennes. On a commencé à faire de la mutagénèse aléatoire chez les plantes il y a plus d'un siècle avec des substances chimiques ou avec la radiologie. Et aujourd'hui, la connaissance du génome permet d'avoir une information, une action beaucoup plus ciblée. C'est un travail d'orfèvre. Et est-ce que vous pensez que tout ce qu'on vient de vivre, notamment de la situation en Ukraine depuis 1 an, ça va accélérer le processus, ça va aller dans votre sens? Parce que finalement, on s'est rendu compte pendant 1 an qu'on était extraordinairement dépendant de certaines productions, notamment des productions ukrainiennes. Non, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un lien ou une concomitance entre le changement de perception par les citoyens et les consommateurs sur ces techniques et la situation géopolitique. Je crois qu'on est plutôt à la fin d'un cycle où l'opposition à la transgénèse aux OGM était totale. Il y a eu des explications, des confrontations d'idées, de points de vue
une plus grande transparence de la part des entreprises semencières, des chercheurs, pour expliquer ce qui est fait. Et on a aussi, on est bousculé par les conséquences du changement climatique. Et il est très clair que pour donner aux agriculteurs des variétés qui leur permettent résistantes à la sécheresse, résistantes aux nouveaux ravageurs, on a besoin de mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Et on a vu, Pierre Pagès, que de ce point de vue-là, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de... Il y a des anciens pays qui étaient, des anciennes familles politiques qui étaient très opposées et qui s'opposent un peu moins. Je pense notamment aux écologistes allemands, aux Verts allemands. Oui, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aussi, notamment quand il s'agit de changement climatique. On aura besoin, c'est d'innovation dont on a besoin, et c'est de toutes les innovations. Et il y a, comme vous le dites, une tribune il y a 2 ans qui a été publiée par des élus verts allemands où ils disent effectivement on aura besoin de ces technologies-là au même titre que les autres pour arriver à inverser le changement climatique. Donc c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, et ces innovations-là, il faut qu'on les fasse avancer, mais comme dit François, dans un cadre juridique qui soit suffisamment clair pour qu'on puisse utiliser ces technologies. Alors vous le savez, parce que ça on le voit tous les jours ici au Salon de l'Agriculture, quand on parle de semences, quand on parle du végétal, il y a énormément de revendications sociétales, d'exigences sociétales. Comment vous pouvez répondre à toutes ces exigences? Parce que c'était des demandes, maintenant ça devient un incontournable. Bien, c'est en partie pour répondre à ces attentes, plus qu'à des exigences, que nous avons transformé notre interprofession, notamment en l'ouvrant à toutes les formes de semences. Et nous avons aujourd'hui au sein de l'interprofession de nouveaux partenaires, de nouvelles organisations qui étaient à l'extérieur et qui apportent au sein de l'interprofession leur vision des choses. Et on a aussi mis en place, dans le cadre de notre plan de filière, un comité des enjeux sociétaux avec une composition extrêmement diverse de scientifiques, d'agriculteurs, de philosophes qui nous interpellent sur justement les évolutions de notre environnement et les attentes des citoyens, des consommateurs vis-à-vis de nos métiers. Je voyais par exemple que vous faites maintenant intervenir dans vos réunions les chefs d'Eurotoc. C'est quoi, c'est un gadget ça? Des cuisiniers. Qu'est-ce que le cuisinier peut avoir à faire des graines que vous allez faire pousser dans des champs du côté de chez Pierre Pagès? Les cuisiniers, en particulier les grands chefs, parlent énormément des variétés, des semences, en particulier naturellement des semences potagères, des légumes anciens. Et donc on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas le métier des semenciers. On avait parfois une vision extrêmement réductrice. Et ce partenariat que nous avons avec Eurotoc permet à la fois d'entendre à travers eux les attentes de leurs consommateurs, des gens pour lesquels ils cuisinent, et de répondre à des attentes s'agissant de la diversité des goûts et des légumes qu'ils souhaitent avoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, au Salon de l'Agriculture, il y avait 2 familles qui s'affrontaient. Il y avait vous, tout à l'heure je disais, les gros semenciers, et puis il y avait les petits, les gentils, qui faisaient les petites graines dans leur ferme, les semences fermières. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette grosse opposition, que maintenant vous allez à peu près tous dans le même sens. C'est vrai ou pas, Pierre? Alors, la filière semence, elle est diverse. Il y a une grande diversité d'espèces, on l'a vu, mais d'opérateurs aussi. Et l'interprofession, enfin François l'a dit, on a pour objectif de représenter cette diversité-là. Et donc, on a modifié l'organisation et la structure de l'interprofession pour pouvoir accueillir aussi bien les familles qui étaient déjà présentes, enfin des entreprises comme celle de François, mais aussi les conservatoires régionaux, parce que c'est de ressources phytogénétiques, parce que c'est aussi important d'avoir ces bases-là dans l'interprofession, mais aussi des entreprises, j'aime pas le mot, mais différentes de celles qu'on avait jusqu'à présent dans l'interprofession. La sélection participative, ça fait partie de la filière semences. C'est quoi la sélection participative? C'est des modes de sélection qui sont ouverts, enfin on pourrait dire open source si on faisait une référence à l'informatique, je pense.
Donc ils ont aussi leur place dans l'interprofession au même titre que les autres entreprises. On a toute la partie semences fermières qui est importante et qui est une réalité aujourd'hui dans la production agricole. Donc elle a sa place dans l'interprofession. Voilà. On a voulu une interprofession qui représente non pas une partie des semences, mais le secteur des semences dans sa globalité, dans sa diversité. Facile, quand vous vous retrouvez tous ensemble autour d'une table, d'avoir des positions communes ou en tout cas de dégager des consensus, François? En tout cas, les échanges sont possibles, ils sont ouverts parce qu'il y a quelque chose qui rapproche tout le monde, c'est la passion pour la semence qui est au départ de tout, s'agissant d'agriculture. Et on se rend compte en fait en abordant des sujets concrets qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous opposent. Alors, il y a aussi un sujet dont on parle beaucoup ici à la porte de Versailles, c'est la transition écologique, l'adaptation au changement climatique. Là-dessus, vous en êtes où, vous et quels sont les chantiers que vous avez ouverts là, sur ces problématiques de transition et d'adaptation au changement climatique? Alors, nous prêchons sans doute pour notre paroisse, mais c'est certainement variété semences, l'un des leviers les plus efficaces pour accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et pour faire face au changement climatique. Comment ça? Eh bien, en créant des variétés plus résilientes, résistantes à la sécheresse, résistantes à toutes les nouvelles maladies, les nouveaux ravageurs qu'amène aussi le changement climatique. Parce que le changement climatique, on le voit souvent surtout à travers les accidents climatiques extrêmes, les très hautes températures, les pluviométries très fortes, mais c'est aussi l'apparition de fléaux pour les cultures, des maladies, des insectes ravageurs qui n'existaient pas sous nos latitudes et qu'on commence à identifier, comme la rouille noire en blé, le lixus de la betterave, etc. Et donc la mise au point de variétés tolérantes est tout de même un impératif important pour les filières agricoles. Sur le terrain, Pierre Pagès, conditions climatiques plus difficiles, recours aux produits phytosanitaires réduits. Alors, vous faites comment concrètement? On fait comment? On a besoin de capacités d'adaptation, mais le temps est long en fait. Les adaptations, on ne peut pas les faire sur des virages à 180 degrés. Enfin, l'exemple des néonicotinoïdes en betterave est assez édifiant pour ça. On a besoin de temps d'abord. Mais après, on a besoin... Les agriculteurs producteurs semenciers de semences, ce sont des gens qui sont aussi dans l'innovation. Donc on va modifier nos pratiques, on va essayer de mieux utiliser ce dont on dispose, le sol, l'eau, les ressources dont on dispose pour produire. Mais après, la génétique aussi doit nous amener des leviers avec des variétés qui sont mieux adaptées. François le disait au milieu, l'efficience en eau est un enjeu important pour nous. Oui, on a besoin de sécuriser la ressource en eau, mais on a aussi besoin de mieux l'utiliser et d'avoir des variétés à produire qui ont une meilleure efficience sur l'utilisation de l'eau. C'est vrai sur l'adaptation, la résistance aux ravageurs. Enfin, on a toute une palette que peuvent nous offrir les semences et qui vont nous servir à modifier nos pratiques dans le sens de l'agroécologie et d'une meilleure résistance ou adaptation au changement climatique. Justement, est-ce que parfois vous ne vous dites pas les semences que je fais, bientôt je ne les ferai plus parce qu'il fera trop chaud, parce que ça ne correspondra plus, et puis les semences qu'on fait de par chez vous dans le sud-ouest, on ira les faire à Dunkerque? Je ne sais pas si on ira les faire à Dunkerque, mais en tout cas, toute l'adaptation qu'on peut mettre via la génétique doit aussi nous permettre de continuer à produire ces semences sur nos territoires. Alors, vous savez, les journalistes, on a parfois des marottes. Moi, j'en ai une, c'est les abeilles et le miel. Et j'ai vu que vous aviez une action concrète là-dessus sur la problématique des abeilles. De quoi s'agit-il, Pierre? Nous, agriculteurs multiplicateurs, on est partenaires avec les abeilles. On a besoin, les abeilles ont besoin de trouver du pollen pour faire du miel, en fait. Et nous, on a besoin des abeilles pour venir polliniser nos semences. Donc oui, on est dans un partenariat. On construit un partenariat avec les apiculteurs. On l'a structuré, ce partenariat-là, parce que on a les uns besoin des autres pour pouvoir conduire nos activités, notre métier. Et alors, il y a aussi un sujet qui fâche en ce moment. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est celui de l'irrigation. Vous, dans votre secteur, pour multiplier les semences, c'est quasiment irrigation obligatoire.
Oui, parce qu'on a besoin de sécuriser la production, mais c'est de l'irrigation qu'on utilise mieux. Et encore une fois, on doit arriver à sécuriser l'accès à l'eau, mais après à optimiser cette eau et à mieux l'utiliser, à avoir une efficience meilleure. Et donc, c'est un travail du quotidien pour nous, agriculteurs. Ça. Et quand vous dites ça, est-ce que ce message-là, il passe chez tous ceux qui disent aujourd'hui on calme le jeu sur l'eau, on ne veut pas de bassine. Je déteste d'ailleurs l'expression bassine parce que ça correspond vraiment à rien. Mais est-ce que vous arrivez à dialoguer? On essaie en tout cas, on essaie de montrer ce qu'on fait, mais effectivement, moi je suis producteur de maïs, de semences de maïs, et j'arrose mes maïs au mois de juillet parce qu'il y a besoin de le faire pour sécuriser la production, encore une fois, mais on le fait de façon très très étudiée et avec beaucoup d'innovation. On a des sondes aujourd'hui qui nous permettent de mieux déterminer le stade et la quantité d'eau apportée. Enfin, l'efficience de l'eau, elle est essentielle pour nous. C'est de la ressource, mais c'est aussi l'efficience de l'eau qu'on va mettre sur nos cultures. Alors après, on essaie de l'expliquer, mais on l'explique, oui. Compliqué. Si on regarde les journaux télévisés... C'est pas compliqué sur nos territoires. On arrive à le faire sur notre environnement, mais après, c'est des sujets qui sont éminemment politiques et je crois que c'est des messages qu'on n'arrive pas à faire passer de façon globale avec nos opposants, notamment. Alors, François, je voudrais qu'on revienne aussi sur l'innovation, sur les attentes sociétales dont on parlait à l'instant. Dès qu'on dit recherche variétale, dès qu'on dit NBT, dès qu'on dit OGM, là on sent que la société civile sort les lance-roquettes en disant on ne veut pas de tout ça. Comment vous comptez faire passer les messages, expliquer la réalité par exemple des NBT qui sont aujourd'hui visiblement, à vous croire, la solution d'avenir? Eh bien, je redis que j'ai l'impression que notre cause, celle de l'amélioration des plantes, de la sélection végétale, a tout de même progressé dans l'opinion ces dernières années. Les antagonismes sont moins forts, les caricatures sont moins brutales. Et une façon de continuer à faire progresser cette cause, c'est d'avoir, et c'est aussi une des raisons de ce livre blanc, une très grande transparence et le plus de pédagogie possible sur ce que nous faisons. Donc nous accueillons dans nos entreprises, dans nos champs d'expérimentation, les gens qui veulent comprendre ce que sont nos métiers. Nous communiquons, comme à l'occasion de l'événement qu'est ce Salon international de l'agriculture, pour expliquer nos métiers et essayer de convaincre les citoyens, les consommateurs de leur utilité sociétale et sociale, ce dont nous sommes absolument convaincus nous-mêmes. On va faire une petite séquence tiers-mondiste. Tout à l'heure, quand je donnais les chiffres, j'ai premier exportateur mondial, premier producteur européen, un chiffre d'affaires qui va très très bien, 3,5 milliards à peu près. 3,6 milliards. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour les pays en développement qui n'ont pas forcément l'accès à toutes ces ressources génétiques, aux semences formidables qui peuvent sortir de la ferme France? L'interprofession, historiquement, a toujours eu des partenariats importants avec les associations semencières et les semenciers, notamment en Afrique francophone. Et nous menons, en liaison avec les pouvoirs publics français, des opérations de formation des agriculteurs multiplicateurs, de formation des entreprises, et aussi d'aide à la mise en place d'un système semencier dans chacun de ces pays qui à la fois préserve la biodiversité locale et qui sécurise l'accès aux semences pour les agricultures de ces pays. Donc on a des actions de coopération internationale qui sont anciennes, qui sont fortes et qui se renouvellent régulièrement. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Quand on regarde tout ce qui vous attend pour les 10-20 ans à venir, on dit ouais, c'est bien, mais il faut des moyens, il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, côté moyens financiers, comment vous vous en sortez? Eh bien, c'est en ayant une économie de la filière en croissance qui continue à générer suffisamment de ressources pour maintenir cet effort de recherche, et aussi en menant, à chaque fois que c'est possible, des travaux collaboratifs entre entreprises et avec la recherche publique. Pierre, même chose, le nerf de la guerre, l'argent, vous voyez ça comment?
L'argent, oui, mais c'est d'abord pour nous, producteurs, les moyens de production qu'il faut qu'on sécurise. Si on veut demain être encore dans la course, être encore dans le jeu. C'est l'accès à ces moyens de production-là qui sont déterminants pour nous, pour la production. Donc oui, des moyens, il en faut. Oui, de l'accompagnement financier pour cette transition-là, il en faut. Mais donnons-nous les moyens de produire de façon efficace et satisfaisante. Si je vous comprends bien, il y a deux choses qui vous manquent. C'est le temps et la confiance que vous allez devoir regagner. Je pense que sur cette question de confiance, on a beaucoup progressé. Le plus difficile est derrière nous. Et le temps, on a l'habitude dans nos métiers de semencier depuis toujours de devoir composer avec le temps et aussi avec le climat. Donc on est confiant pour l'avenir. Cette semaine, vous la voyez comment? Beaucoup de dialogue, justement, l'explication du livre blanc, d'aller au-devant des visiteurs du salon qui ne sont pas, je le rappelle, forcément des spécialistes de l'agriculture et même des agriculteurs. Bon, il y a énormément de rencontres prévues entre les professionnels que nous sommes, agriculteurs, multiplicateurs, sélectionneurs, producteurs de semences et toute une diversité d'acteurs de la vie publique et de la société. C'est ce qui justifie notre présence dans ce salon. Et pour l'un et l'autre, un programme très chargé cette semaine pour convaincre. Oui, un programme chargé pour convaincre, mais c'est aussi expliquer au grand public ce qu'on fait, quels sont nos métiers. Enfin, on voit le monde qu'il y a ici sur le salon dès le premier jour. Et c'est aussi la vocation de ce stand, c'est de pouvoir expliquer au grand public quels sont nos métiers et quelle utilité le monde des semences a pour eux et pour la société de façon générale. Et c'est aussi à ça qu'on va consacrer du temps et c'est aussi pour ça qu'on est là. Alors on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Vous semblez heureux et vous avez une belle histoire à nous raconter encore. On a une belle histoire et on espère surtout avoir un très bel avenir. Eh bien écoutez, merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau. On se retrouvera toute la semaine pour parler de tout ce qui fait l'actualité de l'agriculture. Et je le disais tout à l'heure, sans langue de bois. Et moi je vous retrouve demain sur le plateau de Village Semences. Et n'oubliez pas ce que disait Maurice Béjart, l'agriculture, c'est la base de la culture. À demain.